C'est le CapGPT Podcast. CapGPT Podcast. CapGPT, CapGPT, CapGPT Podcast. Hey! Bonjour tout le monde, c'est Charles Montigny pour le CapGPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, on reçoit un entrepreneur en série qui travaille aujourd'hui en fait à aider les startups à croître, à grandir dans notre univers de plus en plus changeant. Donc, on reçoit Géraud Lamazère, qui a des très bonnes connaissances d'affaires ainsi que des très bonnes connaissances en IA. C'est rare qu'on peut avoir en fait les deux. C'est hyper intéressant. On discute avec Géraud de comment aujourd'hui il utilise ChatGPT pour plusieurs tâches. Il y a une stratégie de prompt engineering un peu inédite. Là. C'est très différent de ce qu'on peut voir sur les internets en mode rôle, contexte, etc. Il va plus travailler itérativement avec l'outil. Donc, hyper intéressant. Il nous communique en fait comment il a utilisé cette stratégie pour créer des livres blancs, des prompts pour sa stratégie de contenu. Aussi, on discute de pourquoi et de comment, est-ce qu'on devrait créer un clone de nous-mêmes, par exemple, en tant que petite boîte ou en tant que freelancer. Et finalement, on termine avec, on discute de son outil qu'il développe euh, pour aider les PME ou les startups, en fait, à innover dans le bon sens, donc à créer des outils qui vont aider les clients. Donc finalement, si c'est le genre de contenu qui vous intéresse, je sors un épisode par jour. Pas par jour, excusez-moi, je sors un épisode tous les mercredis, donc abonnez-vous. Et si vous aimez vraiment, vraiment ça, vous pouvez aller me donner 5 étoiles sur le Apple Podcast. Donc merci et bon épisode. Bonjour Géraud, comment ça va? Salut Charles, très bien, je suis ravi d'être avec toi. Ben, merci d'être là. Géraud, je commencerai en te demandant peut-être de te présenter un peu. Bien sûr. Moi, je crois que on peut dire que je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur depuis, je pense que depuis l'âge de 5 6 ans à peu près. Je commençais à imaginer des trucs. Moi, je m'amusais souvent à monter des boîtes. Donc voilà, dans ma tête d'abord, puis après en vrai. Donc, je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années. J'ai monté plusieurs boîtes, j'en ai revendu certaines, j'en ai planté d'autres. Et aujourd'hui, je travaille essentiellement pour accompagner des startups au travers d'un fonds d'investissement et puis par ailleurs de façon directe également. Et je suis né, moi, avec Internet. Hein. En fait, je suis né, mes premiers ordinateurs, ça doit être 1993. Donc, OK. j'ai connu ce truc-là. Donc, voilà, j'étais un peu geek et donc j'ai gardé cette dimension geek qui m'a un peu suivi toute ma vie. Et voilà, c'est un peu mes deux caractéristiques. Super. Et en tant que geek aujourd'hui, comment utilises-tu l'IA? Comment utilises-tu ChatGPT et autres? Bah, déjà, moi, ça a été, je crois qu'il y a des gens, tu sais, on dit qu'il y a des gens qui ont une révélation divine. Moi, je crois que j'ai eu des révélations technologiques, quoi, tu vois. Et l'IA, c'était un peu ça. Je fais waouh! Et notamment l'IA générative. Aujourd'hui, comment je l'utilise? J'utilise tous les jours. Euh, je l'utilise à la fois dans mon métier, puisqu'en fait, comme j'accompagne les startups, mon job, c'est d'essayer de les amener plus vite, plus haut. Et pour ça, je trouve que ChatGPT est un excellent outil d'aide, en fait, un excellent assistant. Donc, je travaille beaucoup sur ChatGPT, moins sur les autres modèles, pour être tout à fait transparent. Je passe beaucoup de temps à tester et perfectionner des prompts pour ensuite les utiliser dans les stratégies de go-to-market, les lancements de start-up, les phases d'idéation, voilà, plein de tout ce qui est autour du lancement de start-up tech. Je l'utilise aussi sur la partie des réseaux sociaux, LinkedIn principalement. Je l'utilise pour faire pour
pour structurer ma stratégie de contenu, écrire des posts, écrire des commentaires. J'utilise l'IA générative visuelle pour générer des visuels, générer des présentations. Donc voilà, c'est vraiment assez large comme utilisation sur deux outils essentiellement qui sont ChatGPT et Midjourney. Voilà, et après plein de petits plugins, de choses comme ça. Mais essentiellement Ouais. ces choses-là, j'y passe beaucoup, beaucoup de temps. Tu as parlé que tu testes beaucoup de prompts et que tu fais de l'itération dessus. Peux-tu nous parler un petit peu de ton processus quand tu commences, si tu veux, par exemple, faire une nouvelle tâche, comment tu vas attaquer ça? Ouais, je pense que c'est un peu je trouve l'aspect un peu magique ou un peu génial de ChatGPT, c'est que je pense qu'en fait, tu peux devenir prompt engineer finalement de façon complètement intuitive. Donc, l'idée, c'est que je sais toujours un peu ce que je veux à la fin. Tu vois, là, je travaille par exemple à la production de livres blancs thématiques. Donc, je vais faire, en fait, je vais converser de façon hyper spontanée, comme n'importe qui pourrait le faire avec ChatGPT. Alors, c'est vrai qu'à la base, j'ai les tout départ, des tout petits prompts que je vais réutiliser de temps en temps, que j'ai trouvé à droite à gauche, que j'ai testé, mais assez peu finalement. Et ensuite, il va me proposer une réponse, puis finalement, je ne vais pas la trouver parfaitement satisfaisante, donc je vais corriger, je vais dire non, je voudrais un peu plus de ça, un peu plus de ça. Et en fait, c'est une fois que je suis arrivé à mon produit final après, je ne sais pas, peut-être sur un produit comme un livre blanc, comme 50 prompts ou 60 prompts successifs. En fait, je vais ensuite faire la synthèse de mes prompts et je vais, en fait, au lieu de les avoir en plusieurs morceaux en disant je veux ça, puis après il me donne une réponse, puis il dit non, rajoute ça, ben, en fait, je vais les synthétiser en plusieurs étapes mais synthétisée. Et du coup, je vais avoir une chaîne de prompts qui, elle, pour le coup, sera hyper optimisée et me redonnera, pour par exemple une autre thématique de livre blanc, un résultat hyper qualitatif. Parce qu'en fait, il sera quelque part la somme de ces 60 prompts que j'ai fait, sur lesquels j'ai tâtonné. Et c'est en ça que je trouve vraiment l'outil absolument incroyable, c'est qu'il permet à tout le monde de tâtonner et finalement d'avoir vraiment de faire du prompt engineering de façon très itérative et en tâtonnant. Et c'est incroyable, quoi. Ouais, super intéressant. Il y a deux trucs que parfois on me dit, c'est que premièrement, bah, j'arrive pas à des bons résultats avec ChatGPT et ce que tu communiques, c'est qu'en fait, il faut parler avec lui plus longtemps. Et l'autre truc, c'est que parfois des gens ont le syndrome de la page blanche devant écrire un gros prompt et ça non plus, c'est pas nécessaire parce que tu peux aller faire des allers-retours, discuter avec lui jusqu'à temps d'atteindre ton objectif. Tu nous as aussi parlé de Ouais, LinkedIn. exactement. Et Ouais. je Vas-y, compléterai vas-y. juste un point, c'est que souvent, en fait, les gens disent, ouais, tu poses une question, mais il te répond mal, mais pose la même question à n'importe qui, il ne saura pas te répondre non plus. En Euh, fait, si tu posais la même question à un être humain, il dirait, mais attends, je ne comprends pas, du coup, dans quel contexte, enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Lui aussi, il te demanderait de contextualiser. J'allais te dire, peut-être que la limite de ChatGPT, c'est qu'il va quand même te répondre, alors qu'il n'a pas forcément le contexte suffisant, au lieu de te dire, il me manque du contexte. Mais en fait, un être humain n'arriverait pas non plus à te répondre. ouais, c'est ça. Et on a vu, je sais plus si c'était avec GPT Engineer ou dans une certaine, un certain logiciel qui construit en fait sur plusieurs prompts qui te demande justement d'aller Préciser. plus en détail. Ouais. Ouais. C'est peut-être c'est Meta Agent. En tout cas, D'ailleurs, tu peux ouais. ajouter dans tes prompts en disant si tu as besoin d'informations de ma part, n'hésite pas, enfin, précise-moi les questions auxquelles il faut que j'y réponde. Ça peut être pratique aussi dans la construction de prompts pour Ouais. justement, on va dire, éviter les trous dans la raquette. Ça peut être une bonne instruction aussi à mettre dans les instructions personnalisées comme ça à tous tes prompts si jamais Tout à fait. il te pose des questions. Dernièrement, j'ai pas mal testé les prompts personnalisés. Un truc que je trouve un peu dommage, c'est que tu n'en as qu'un seul. Tu sais, du coup, tu es toujours pris avec ce prompt personnalisé. Euh, Alors, j'ai en- un petit truc pour Ah, toi, vas-y. Charles. Tu peux utiliser l'extension Chrome qui s'appelle Superpower, OK. qui est assez connue, qui est une extension Chrome qui vient se brancher sur ton GPT, qui a, il faut le reconnaître de temps en temps, tendance à le faire planter. Donc, il faut toujours avoir deux sessions, une session avec, une session sans, et qui va te permettre d'avoir plusieurs
instructions personnalisées, un catalogue d'instructions personnalisées que tu vas pouvoir intégrer. Donc, tu vas pouvoir en faire plein parce qu'effectivement, on a tous le même problème. C'est qu'après, il faut Ouais. retourner dans ton truc. Ah, j'ai oublié que je l'avais mis. Donc, du coup, il me répond comme si j'étais ça. Et en fait, Superpower te permet de l'utiliser. Ouais, parce que ce que j'avais fait, moi, c'est que j'utilise le Playground d'OpenAI qui est en fait où tu Bien peux sûr. jouer un peu avec l'API. Du coup, tu as le chat, t'as les trucs. Et l'avantage de ça, par contre, c'est que tu peux jouer avec la température et d'autres Bien paramètres. sûr. Du coup, si par exemple, tu parlais de LinkedIn pour écrire des posts, tu pourrais vouloir avoir un haut niveau de température pour qu'il te sorte des idées vraiment différentes. Exactement. Et là, Ça, je te c'est rejoins aussi, je complète ça, mais tu as parfaitement raison. Je pense que d'utiliser le playground peut être vraiment utile pour les gens qui ont envie de passer un petit niveau supplémentaire, notamment le travail de la température, parce qu'entre une demande de créativité comme de l'idéation, des choses comme ça, et des choses plus strictes, ben, en fait, on va vraiment pouvoir, la température va vraiment avoir du sens. Ouais, parce que je me rappelle, on regardait un truc ensemble, Géraud, c'était pas peut-être pour créer un business model, un truc comme ça, mais à chaque fois que tu mettais les Mhm. mêmes paramètres dans l'application, du coup, ben, si tu disais, je veux créer une boîte en retail qui vend des ballons, j'en sais rien, mais tu arrives toujours avec le même plan d'affaires, alors que c'est un peu Mhm. débile, il y avait un nombre restreint, et Exactement. clairement, cette application-là avait mis sa température à zéro dans C'est l'API clair. qu'il utilisait. Je vais revenir sur les réseaux sociaux, LinkedIn. Beaucoup de gens vont dire il faut pas utiliser ChatGPT pour LinkedIn. Je crois que de ma part, c'est une grosse erreur. Faut pas je pense que si tu l'utilises très mal et tu dis à ChatGPT bonjour, écris-moi des posts, ça va être très nul. Mais si tu l'utilises bien, ça peut donner beaucoup de vitesse. Toi, comment tu l'utilises aujourd'hui pour LinkedIn? Donc déjà, je te rejoins complètement. Je te dirais que, en fait, c'est toujours pareil. Le débat est éternellement le même. L'outil ne fait pas le succès, l'habit ne fait pas le moine. Et globalement, l'idée, c'est de se dire qu'en fait, un outil très mal utilisé, ça donne des très mauvais résultats. Un outil très bien utilisé, ça donne de bons résultats. Et c'est pas parce que tu as un outil que tu vas obtenir de bons résultats. Donc la question, c'est qu'est-ce que tu en fais? Et est-ce qu'il faut différencier, si tu veux, pour moi, l'intelligence artificielle générative comme à quelqu'un, moi j'appelle ça un préparateur, on pourrait dire ça, comme un assistant, et quelque chose qui va être complètement automatisé. Aujourd'hui, moi je pense que plus on a un outil qui est perfectionné, plus on doit avoir un esprit critique, et donc de la culture, et donc de la connaissance, et donc de l'expérience. Ça veut dire que si tu mets ChatGPT avec un enfant et que tu lui poses des questions, tu attends des résultats complexes, tu n'auras pas de résultats en fait, parce qu'on a besoin justement de l'esprit critique, de faire le tri, de valider, etc. etc. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il en a une fois qu'on s'est dit ça? Bah, moi, je ne sais pas, je me mets enfin à la place des gens. Alors, évidemment, il y a la question des copywriters qui, eux, voient leur métier changer. Mais moi, je ne vais même pas être à la place de toutes les entreprises qui souhaitent communiquer. Est-ce qu'elles le faisaient jusqu'à maintenant? Bah, pour la plupart, non. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit on ne communique pas ou est-ce qu'on communique assisté avec une IA qui va nous permettre de nous faciliter le travail et donc de nous ouvrir la voie à cette communication qu'on n'aurait pas faite? Mais moi, je crois à ça et je pense que c'est vraiment intéressant. Comment s'y prendre de façon très, très pragmatique? La première question qu'il ne faut pas oublier de se poser, c'est à qui on parle. Et à ce titre-là, je pense qu'il faut d'abord identifier son lecteur. On peut le faire sous forme de persona, on peut le faire sous forme de ICP, on peut le faire sous... Bon. Une fois on s'est posé qui est ce lecteur et donc à qui on veut parler, et donc peut-être la question est de se dire mais c'est quoi ses problèmes à lui? Parce que moi je suis plutôt partisan de résoudre les problèmes des autres que de raconter ma vie, mais ça c'est un autre sujet. Je dirais que les deux sont sans doute valables. Et donc moi la question que je me pose c'est d'abord qui est mon lecteur et ensuite quels sont ses problèmes. Et après je détaille ces problèmes grâce à ChatGPT. Et ensuite, je vais isoler des thématiques. Et à partir de ces thématiques, je vais créer des sujets. Et ensuite, je vais croiser ces sujets avec des formats qui sont différents, qui peuvent être à la fois des formats de post, des formats de sondage, des formats, et ensuite avec des tonalités différentes. Il peut y avoir des tonalités qui sont humoristiques, des tonalités professionnelles, des tonalités.
Donc là, ça va me permettre d'avoir des approches qui sont différentes pour faire varier la forme du contenu, à la fois la forme dans le format et la forme dans le style. Et ensuite, on va utiliser un certain nombre de schémas classiques, le POS. On peut utiliser, par exemple, on va dire, il y a tout un tas de frameworks qui permettent de donner de la structure au poste. Ensuite, moi, je fais rédiger les posts et après, je fais une relecture, correction. Mais c'est vrai que 90% du travail est fait si le travail en amont est bien fait, c'est-à-dire notamment de bien préciser son persona. Parce que sinon, en fait, on va avoir un message qui va être assez dilué. Ouais, je pense que c'est hyper intéressant ce que tu mentionnes parce qu'effectivement, si à la base tu fais mal le travail, ben, tout ce que ChatGPT va faire, ça va être nul. Et après ça, ce que tu racontes, de ce que je comprends, c'est encore une fois, c'est pas un prompt qui fait tout le travail. J'ai l'impression que tu travailles longtemps avec l'outil pour finalement trouver peut-être. Je sais pas si je me trompe, mais peut-être que tu arrives avec je sais pas, une vingtaine de trucs et tu vas en prendre 4-5 là-dedans. Il y en a pas tous les posts qui sont créés vont être publiés non plus. Tu fais un tri ou. Exactement. Exactement. Et en plus, encore une fois, il faut s'interroger sur les choses. C'est-à-dire que lui, tu as beau mettre, tu es un copywriter de classe mondiale sur LinkedIn, il ne va pas forcément être aussi précis que si tu lui donnes des éléments de structure de poste ou de choses comme ça. Donc ça, je pense que c'est vraiment important de lui apporter du contexte et qu'en fait, on le répétera jamais assez, c'est la qualité du contexte qui va faire la qualité de la réponse. Et quand je dis contexte, c'est en fait probablement la succession des questions préalables que tu vas lui poser. Et donc, toi, de te dire, ah tiens, mais en fait, il faut que j'ai une approche tofu, bofu, tofu, mofu, bofu. Ah oui, mais si tu ne sais pas ce que c'est que tofu, mofu, bofu, en fait, tu ne lui poses pas la question, donc tu ne le mets pas dans ton prompt, donc tu n'as pas le résultat. Donc c'est pour ça que je dis que ce qui est important, c'est aussi forcément d'avoir de la curiosité, de connaître un peu ces sujets-là, etc., etc., et de ne pas croire qu'il va remplacer le professionnel. Il va juste permettre, j'allais dire, aux petits, avec tous les guillemets qu'on peut mettre, puisque je me considère comme un petit, de finalement d'avoir les mêmes outils que les grands. Et c'est, je trouve, ce qui est formidable avec l'intelligence artificielle générative, c'est que finalement, elle est hyper démocratisante. C'est qu'elle donne le pouvoir aux petits d'avoir la même puissance que les grands à partir du moment où il continue à mettre ce qui est indispensable, c'est-à-dire le travail. Ouais, non, c'est ça. Ça fait plusieurs fois que j'entends ça que pas seulement pour, tu sais, là, on parle de création de contenu sur les réseaux sociaux, mais pour plein de tâches, par exemple, l'auto-entrepreneur ou le solopreneur va être capable de se donner vachement de vitesse sur plein de trucs. Les problèmes, un peu le problème de l'agence qui était que ce n'est pas scalable. Peut-être que ça va devenir de plus en plus scalable, ce genre de modèle d'affaires. Si 4, 5, 8 personnes utilisent l'intelligence artificielle, il y a peut-être des résultats intéressants qui peuvent Ouais, arriver. je vois d'ailleurs des trucs, on pourrait même imaginer, alors c'est peut-être un peu extrême, mais qu'en fait, effectivement, moi, je suis parfaitement d'accord avec toi, cette idée de scalabilité. Et peut-être que demain, on aura en fait des intelligences qui sont tellement performantes qu'elles auront été ultra personnalisées et que moi, en fait, je pourrais peut-être converser de façon extrêmement qualitative avec le clone de Charles de Montigny qui va pouvoir me donner des réponses qui sont hyper pointues, peut-être si elles se trouvent encore plus pointues que celles du vrai Charles. Et du coup, ça permettrait en fait à tous les freelances indépendants qui sont par définition bloqués par le nombre d'heures disponibles de scaler dans leur approche de conseil. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, va arriver assez vite. Ben ouais, on a vu dernièrement, bon, Facebook ou Meta qui a mis de l'argent dans Character.ai Ouais, pour justement cloner un peu les grandes personnalités, les grands ouais, influenceurs. Par contre, l'autre truc qui arrive aussi, c'est que c'est à partir du moment que tous les freelances ou bon, se clonent ou peu importe, et qu'il n'y a plus ce problème de demande, le coût, le bon vieil théorie microéconomique, là, qu'est-ce qui arrive quand la quantité offerte augmente, bon, la valeur diminue.
Donc Mais peut-être que. c'est évident que en fait, je ne paierai pas le même prix pour avoir le clone de Charles que pour avoir Charles, ça c'est sûr. Néanmoins, en fait, je vais surtout avoir deux niveaux de service. Un niveau de service clone qui va me permettre du coup d'avoir un prix plus bas et donc d'aller chercher des clients qui n'auraient pas payé, qui n'avaient pas les moyens, par exemple, de payer les services de Charles, mais par contre, qui auront les moyens de faire appel à son clone. Ouais, un peu Et comme. donc, probablement plus de services. Et donc, ouais, on va faire grossir le gâteau. Il ne s'agit pas de se substituer, en fait. C'est en ça que je pense que l'IA ne va pas nous substituer en nous-mêmes, ni même auprès des autres. Mais par contre, elle va ouvrir, en fait, la vente à d'autres utilisateurs qui n'auraient pas fait appel à toi. Ouais, c'est un peu de la même manière que j'écoute une chanson de Taylor Swift sur Spotify, ça coûte presque rien, ça a une valeur très faible. Et je n'irai pas voir le spectacle de Taylor Swift parce que ça ne m'intéresse pas de passer 3 heures là-bas, mais une chanson, ça va. Et elle, si tu veux la voir en vrai, ça coûte 200 balles ou j'en sais Eh rien. ben, c'est exactement ça. Je trouve que c'est une magnifique métaphore. C'est que tu as des services qui sont un peu différents. Bien sûr, quand tu as le live de Taylor Swift dans ton jardin, je pense que c'est probablement un moment incroyable pour un fan. Mais toi qui n'es pas fan, eh ben, une chanson te convient très bien. C'est exactement ça. C'est finalement un service qui est, alors le terme est sans doute mal choisi, mais en tout cas un peu moindre, quoi, mais qui en tout Ouais. cas peut permettre de répondre à des tonnes de questions. On pense par exemple, je ne sais pas moi, à des avocats, à des conseils comptables, à tous les gens en fait qui donnent des conseils de l'expérience vont pouvoir le donner sur probablement beaucoup plus de gens qui ne seraient pas allés vers ces professionnels parce qu'ils n'avaient tout simplement pas le budget à cette étape-là, parce qu'il ne faut pas oublier aussi la possibilité probablement d'en faire un canal d'acquisition aussi, en disant ben, il a commencé par d'abord discuter avec mon clone et ensuite ben, il est venu échanger directement avec moi parce qu'il voulait avoir ce point plus précis, etc., etc. Ah, c'est clair. Moi, je pense que le côté lead magnet de l'IA peut être hyper puissant. Je travaille justement sur. J'ai créé un framework, un Canva pour les projets d'IA. Aujourd'hui, c'est un truc genre sur Google Slide. Mais ce que j'ai en tête, en fait, c'est de créer un chatbot que tu vas discuter avec lui. Ça va remplir le truc, ça va te créer un plan de projet. Et après ça, ben, si tu veux faire le projet, tu viens me voir. Mais Exactement. je pense Ouais, qu'il y a voilà, plein de c'est cas exactement ça. d'utilisation. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est de séparer en fait dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait, de séparer ce qui a le plus de valeur, de haute valeur, et quelque part de déléguer le reste. Et finalement, ben, c'est ce qui se passe aussi dans les entreprises. Dans l'entreprise, ben, le type, il commence tout seul, et puis ensuite, il va déléguer ou il va externaliser une partie, puis il va garder que la partie la plus forte. Et étonnamment, pas étonnamment en tout cas, ce qu'on constate, c'est que bien souvent, ben, c'est les relations humaines qu'il va conserver. C'est-à-dire en définitive, tout ce qui, à la toute fin, ce qui reste de minimum, ben, c'est justement l'échange avec le client, etc., etc. Et ensuite, il va déléguer, ben, au lieu de déléguer, je vais dire, à des personnes, on va probablement déléguer à de la tech qui a des capacités infiniment plus importantes. Certainement, certainement. Je pense que c'est un bon passage vers un peu la start-up, les technologies, qu'est-ce qui s'en vient. D'après toi, qu'est-ce que ça change le plus pour les startups, l'IA, peut-être ce qui est même l'IA générative qui est arrivé depuis un an? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a évidemment tout un tas de startups qui ont intégré l'IA générative dans leur business model de façon plus ou moins naturelle. Je pense que l'IA générative, elle a apporté quelque chose qui a complètement bouleversé le marché, qui a changé la donne, qui est game changer. Et donc, elle ouvre de nouvelles opportunités qui n'étaient pas rentables jusqu'à maintenant, qui existaient probablement, mais qui n'étaient pas rentables. Elle ouvre des opportunités qui n'étaient pas faisables. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on est une startup, il faut repenser. Et en fait, on avait mis plein de choses de côté dans notre tête en disant, OK, laisse tomber, ça c'est impossible, ça prend trop de temps, ça coûtera trop cher. Et en fait, c'est tous ces éléments-là qui vont pouvoir être réintégrés, puisque tout d'un coup, on a quelque part de la force de travail ou de la puissance de calcul qui devient beaucoup plus accessible. Donc, c'est vraiment game changer pour les startups. Donc, il y en a certaines qui l'ont intégré. Et après, je pense que euh,
aujourd'hui, on en parlera peut-être après, mais c'est un petit peu le sujet que j'ai en tête, c'est de dire qu'en fait, euh, on peut probablement permettre à des startups de se lancer beaucoup mieux, beaucoup plus vite et avec un taux de satisfaction, de réussite beaucoup plus important grâce justement à l'IA générative parce qu'elle va permettre de faire ce que la plupart des entrepreneurs faisaient pas ou faisaient peu, c'est-à-dire de bien travailler en amont de son projet, que ce soit son persona, que ce soit sa stratégie marketing, que ce soit son positionnement, son étude de marché, etc., etc. Et bien souvent, c'était un peu fait à la va-vite ou pas du tout. Et là, ça va permettre, à mon avis, d'aller beaucoup plus vite là-dedans. Et donc, je pense que pour la création de startups, ça va vraiment, vraiment changer la donne. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression aussi que aujourd'hui, on peut créer un MVP, donc une preuve de concept jusqu'à un certain point, avec un prompt derrière une interface. Et même si c'est pas parfait, ça te montre quand même s'il y a des gens qui sont intéressés à ton outil. Ça. Mais entièrement d'accord, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on dit fail fast. C'est vraiment l'idée de, voilà, mets vite sur le marché. Et en fait, la question est de dire, euh, ne tombe pas amoureux de ton idée. Donc, lance ton truc. Souvent, on fait la métaphore avec les enfants, avec, oui, c'est mon bébé. Non, non. Il faut surtout pas au début, en tout cas, d'être trop attaché à tes idées, parce que plus tu es attaché à tes idées, plus tu vas build ton produit, plus tu vas passer de temps, plus tu auras de difficultés à pivoter. Or, le seul juge dans cette histoire, c'est le client. Donc, ton idée peut être aussi géniale que tu veux, et on a vu des dizaines d'entrepreneurs arriver trop tôt le seul juge, c'est le client. Et donc, la seule façon, c'est de se mettre au service du client et de voir s'il est intéressé pour acheter ton produit et donc de le lancer rapidement. Et donc, le temps que tu vas mettre pour mettre sur le marché, pour tester ton idée, elle est essentielle. Ta capacité à pivoter est essentielle. Et en ça, je pense que l'IA peut vraiment t'aider à aller plus vite sur le marché, à pivoter plus rapidement. Et pivoter plus rapidement, c'est augmenter ses chances de succès. Et c'est aussi avoir un entrepreneuriat qui soit moins dur, qui soit moins sur, j'allais dire, la souffrance, parce que faire ton projet pendant 6 mois et tout mettre à la poubelle parce que tu t'aperçois qu'en fait, ça n'intéresse pas le marché, mais c'est très douloureux, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui arrêtent, et c'est pour ça que l'entrepreneuriat est vu comme quelque chose de très difficile, très douloureux, très pénible, qu'il y a des gens qui font des burns, etc. Et ça, je pense que ce n'est pas indispensable à l'entrepreneuriat, et je pense qu'on peut entreprendre différemment, et je pense que l'IA peut permettre d'entreprendre plus facilement avec plus d'efficacité. Parfois, on a envie que notre projet fonctionne, donc on n'a pas envie de le montrer au monde avant 6 mois parce qu'on n'a pas envie de se faire dire non ou de devoir pivoter, là. Je suis complètement d'accord avec toi sur ce point-là. Les gens vont souvent trop loin. On parle de c'est comme notre enfant, effectivement, mais il faut avoir plus la théorie, la vision de la tortue. Tu sais, la tortue, elle va mettre plein d'œufs sur la plage et il y en a seulement quelques-uns qui vont se rendre à la mer. Ben, c'est Exactement. probablement la même chose. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage pas nécessairement de projets, mais de produits qui vont atteindre un market fit, mais c'est sûrement très, très faible. Du coup, ben, si tu as seulement une balle dans le fusil, tu crois que tu vas atteindre la cible, c'est probablement délusoire ou du moins. Exactement. Et donc, la compétence la plus importante, c'est en fait de savoir pivoter. Et donc, quelque part, c'est de savoir danser la valse avec les idées, tu vois. Et donc, parce que tu vas tellement pivoter, pivoter, pivoter. Encore une fois, pas pivoter pour un oui ou pour un non, mais tout simplement tester, essayer, tester, itérer, revenir, changer, etc., jusqu'à ce que tu trouves. Et donc, c'est vraiment cette capacité, dans un premier temps, d'être capable voilà, de tester son produit. Et effectivement, vends-le d'abord, fabrique-le après. Maintenant, de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des startups qui fonctionnent aujourd'hui où parce que ça va tellement vite qu'il y a peut-être des entreprises qui seront plus là dans 2 ans, ceux qui sont uniquement basés sur, je sais pas,
Euh, le truc de PDF, explorer ton PDF, c'est pdf.ia, .ai. Est-ce que tu penses qu'il y a un risque aussi aujourd'hui de se lancer dans une boîte qui est en fait trop simple technologiquement, puis qui va être trop facile à répliquer? Ouais, je pense que le sujet, tu as parfaitement raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de quick wins, de gens qui vont venir voilà, faire un petit quick win sur des choses assez simples. Euh, je pense qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est le why. C'est-à-dire, en fait, quel est le problème profond de ton client. Et ensuite, si tu veux, il y a plein de manières de l'adresser. Et l'IA ou le truc pour regarder les PDF, c'est un moyen. Mais il ne faut pas se tromper, en fait. L'entreprise, c'est le why, ce n'est pas le how ou le what. Et donc, il faut construire son entreprise sur cette raison d'être qui est, en fait, voilà, le pourquoi. Et ensuite, être capable, effectivement, de dire, OK, aujourd'hui, on n'y répond pas à un outil de lecture de PDF, mais finalement, ce n'est qu'un outil parmi tant d'autres. Il faut remonter la chaîne de valeur pour se poser la question de savoir à quoi on sert. Et peut-être que, pour l'exemple des PDF, peut-être que tu aides des entreprises à traiter leurs données. Et donc, dans ces cas-là, si ton why, c'est ça, ben, en fait, il est beaucoup plus large et tu dois tout de suite anticiper tout le reste parce qu'effectivement, ces petits plugins, ces petites applications, ces petites choses comme ça, elles vont probablement disparaître pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, 99,99% de la tech de ces outils-là sont développés par les majors qui sont OpenAI et autres. Donc, ben, si tu te branches et que tu n'as pas fait la tech, n'importe qui peut le faire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, ces boîtes, elles existent pour une seule raison, ce que j'appelle la prime d'agilité. C'est qu'elles sont plus rapides pour développer un petit produit que le gros CRM en place, le HubSpot, le truc, etc., qui lui va mettre plus de temps. Mais en réalité, voilà, une fois que tu t'inquiètes pas que les gros, ils y seront mis, ils vont tous les manger. En revanche, voilà, ces gens-là, ils vont pouvoir tester leur marché, trouver des clients, et s'ils arrivent à vraiment répondre au why, ils sauront trouver des alternatives. Mais les produits tels que tu les décris, oui, très probablement, ils ont totalement disparu. Et d'ailleurs, peut-être même que ce sont les technologies de base, les GPT et autres, Llama, qui feront peut-être même disparaître ces outils-là. Ben, c'est ça que j'ai encore plus, ben, pas plus peur, mais par exemple, je donne un exemple. Ou j'utilise encore en fait Campus Coach, qui est une entreprise française pour faire des plans de course à pied. Super bien, tout. Ben, aujourd'hui, je peux demander à ChatGPT de me faire un plan de course à pied de 15 semaines. Et si je lui donne assez de contexte, il va arriver à un truc assez près de ce que eux font. T'sais. On s'entend que c'est ça aussi le truc, comme tu dis, c'est potentiellement juste l'IA en tant que telle qui va être capable de créer ça. Et d'après Sam Altman, la solution ou bon, qu'est-ce qui peut diversifier, te rendre unique, c'est en fait avoir assez de données pour fine-tuner cette IA-là. Et là, dans ce cas-là, Exactement. tu vas être différent et tu auras une valeur Et ajoutée. donc, la question, c'est qu'est-ce que fait à ton application pour te proposer autre chose au-delà simplement du service qu'elle te rend? Et comment elle va remonter ta chaîne de valeur et comment elle va t'apporter d'autres choses et que tu vas comprendre, tiens, ah ok, ils ont fait ça, mais en fait, ils pourraient faire d'autres choses. L'exemple vraiment typique, ça peut être Apple qui fait à un moment du service bancaire, de la téléphonie, mais demain, ça ne surprendrait personne. D'ailleurs, ça a été dans les tuyaux à un moment que Apple fasse une voiture parce qu'en fait, leur mission est strictement toujours la même. Et donc, voilà, c'est la capacité de ces entreprises-là, aujourd'hui, sur une petite niche, à venir comprendre à quel besoin fondamental elles répondent et ensuite de diversifier la façon dont elles y répondent pour garder ses clients et effectivement ne pas être simplement un how ou un what, mais de remonter au why. Mais clairement, et alors, tu parlais de cet exemple-là, on peut parler du plugin de recherche Internet. Quel est son avenir à partir du moment où alors bon, celui de Bing là, qui a été rincé sur GPT n'est pas exceptionnel pour l'instant, mais j'ai aucun doute sur le fait qu'il s'améliore. Et qu'est-ce qui va en être à partir du moment où il y aura nativement dans GPT une recherche Internet performante? Tous ces gens-là disparaissent.
Ouais, puis on s'entend que de l'autre côté, Google arrive comme un train avec, Oui, avec la c'est ça. recherche intégrée dans tes courriels Gmail, dans ton calendrier. Ça va être pareil, hein. Microsoft et Google se positionnent C'est très ça. bien en ce moment. Euh, Amazon aussi, j'étais un peu surpris que ça a été aussi long, mais bon, viennent de signer avec Anthropics pour Claude. Je crois que ça va être aussi vachement J'ai vu, ouais. intéressant de voir ça. Il y a moins d'intégration en mode pour les entreprises en tant que telles. Donc, est-ce qu'on peut penser que Non, Microsoft est. après, je pense qu'Amazon a un gros avantage, c'est qu'elle connaît les comportements de consommation. Et Ouais. donc, un peu comme Google connaît tes comportements de recherche, à ce titre-là, étonnamment, celui qui a le moins de data au départ, c'est probablement OpenAI, parce que Microsoft dispose certes de Bing, mais Bing n'est pas un moteur hyper utilisé. Mais Google, évidemment, a celui qui a probablement les meilleures bases pour partir. Et Amazon a des bases intéressantes sur certains segments de marché. Ouais, je le vois aussi aller du côté du cloud. C'est vraiment plus le côté API parce que c'est C'est clair. le plus gros cloud provider. Donc Mais bien sûr. aujourd'hui, Et aujourd'hui, c'est là-dessus qu'ils gagnent de l'argent. Donc, c'est ah ouais. évident que c'est pour t'amener à acheter du cloud chez eux qu'ils vont développer ce genre de choses. Après, là, on parle on va dire, d'intelligence générative plutôt, on va dire, généraliste. Et effectivement, l'avenir, c'est clair et net, et c'est l'avenir à très court terme, dans les mois à venir, c'est le fine-tuning et c'est la personnalisation des IA de façon très, très poussée, comme on le disait tout à l'heure avec cette idée un petit peu de clone, même si le terme peut faire peur, mais en tout cas de jumeaux. Parce que ça, c'est ça qui va apporter une pertinence absolument incroyable. Ouais, ça s'en vient rapidement. Et justement, peut-être pour terminer sur les startups, c'est un peu pour faire un peu le pont avec ce qu'on a dit par rapport à la personnalisation, ben, je crois que c'est un peu la problématique de la startup, c'est parce que fondamentalement, habituellement, elle n'a pas de données à la base parce que tu commences une entreprise, tu n'as pas plein de données. Et le truc, c'est que c'est les grosses entreprises aujourd'hui qui ont ces données-là. Donc, c'est peut-être une problématique à réfléchir pour le futur, mais je ne sais pas comment les startups vont réussir à se sortir de ça. Je pense que là, tu as parfaitement raison. C'est qu'elles ont un coup à jouer aujourd'hui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, comme elles ont ce gain d'agilité, c'est que tout le monde a les mêmes données générales. Parce que les grandes entreprises n'ont pas eu le temps d'intégrer encore leurs données. Parce qu'en plus, les grandes entreprises sont prises dans des problématiques de compliance, de RGPD, etc., qui sont beaucoup moins contraignantes dans une petite boîte. Donc aujourd'hui, les entreprises, les grandes, elles sont encore en retard, même si dans leur tête, elles y sont. Dans les faits, elles vont mettre plus de temps. Donc aujourd'hui, il y a un vrai coup à jouer dans les petites entreprises parce que finalement, elles partent avec les mêmes cartes. Je te rejoins complètement qu'à partir du moment où la grande entreprise, on l'a vu avec McKinsey qui a développé qui a fine-tuné son intelligence, en fait, ils commencent et là, ils vont avoir une pertinence qui va être incroyable. Après, la question, évidemment, c'est la question de la quantité de données, tu l'as dit, mais il y a aussi, et on l'oublie, la qualité de la donnée. Et donc, comme bien souvent, qu'est-ce qui se passe? Les gros, les majors, ils prennent la partie généraliste, donc on va dire le tout venant. Et ensuite, les startups vont se positionner dans un premier temps sur des niches. La niche legal, la niche, je ne sais pas moi, fiscale, la niche architecte, la niche wealth management ou des choses comme ça. Et ensuite, elles vont se développer jusqu'à grossir, 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 puis pour devenir parfois des majors. Mais je pense qu'effectivement, quand on est une startup, il vaut mieux faire moins mais mieux plutôt que de vouloir concurrencer des boîtes qui vont avoir des énormes bases de données. Et donc, d'être dans une approche très qualitative de conseil, très pointue. Et du coup, si tu réduis, je ne sais pas, moi, par exemple, une intelligence artificielle axée sur le droit de la famille, en fait, tu auras beaucoup plus de rapidité à fine-tuner cette intelligence artificielle et donc à obtenir des résultats qui vont dépasser GPT, qui vont dépasser les intelligences artificielles actuelles et donc à dépasser les gros qui aujourd'hui fonctionnent là-dessus et donc à tout de suite émerger sur un marché
avant les autres. Et si tu es capable d'avoir une pertinence qui est exceptionnelle sur ces sujets-là, très rapidement, tu vas faire le buzz, tu vas grossir, tu vas accumuler tes clients et tu vas pouvoir développer de nouvelles verticales et ensuite, du coup, grossir. Donc, encore une fois, le conseil, c'est partir sur de la spécialisation moins coûteuse, plus efficace et particulièrement dans le cas des intelligences artificielles qui nécessitent effectivement de la donnée. Ouais, puis l'autre truc, c'est que si tu comprends mieux la problématique de ta verticale, parce que plus que tu creuses, plus que les problématiques sont pointues, tu peux arriver avec des solutions qui sont mieux. Là, tout à l'heure, par exemple, on parlait d'avoir plusieurs instructions personnalisées. Ça n'a pas rapport avec GPT-4 ou peu importe. C'est juste que dans les fonctionnalités de base de l'outil, il y a des trucs que les utilisateurs, par exemple, plus experts aimeraient avoir. Donc, ils pourraient avoir un outil, puis tu en as parlé d'un, là, Superpower, le plugin qui offre ça. Donc, ça peut être des possibilités aussi dans le travail des gens. Il va y avoir des façons que les gens travaillent qui sont différentes. Exactement, et on le voit, hein, en fait, les technologies sont souvent de base les mêmes. Après, c'est vraiment des façons. Je ne pense pas qu'entre, je sais pas moi, un CRM et un autre, il y a d'énormes écarts, mais le CRM spécialisé sur, je ne sais pas moi, les architectes et les métiers du bâtiment va être très différent du CRM sur le e-commerce. Pourtant, la technologie est la même, mais on a pensé des UX, des fonctionnalités, des choses comme ça. Donc, on l'a adapté en fonction de la niche. Et donc, je pense que ça suivra exactement la même voie. Et donc, voilà, toujours pareil, se dire, bah, OK, le marché est immense, bah oui, mais commence d'abord par faire une petite niche, gagne ta crédibilité sur la petite niche et ensuite développe d'autres niches. Et en plus, côté client, moi, si j'ai par exemple un problème de divorce, je ne le souhaite pas, je préfère avoir un avocat ou une technologie ou quelque chose qui est spécialisé là-dessus qu'une technologie tout venant qui me dit, bah oui, mais je peux aussi faire la plomberie. Et puis, si tu as un problème par rapport à une recette de cuisine, je peux y répondre aussi. Donc voilà, je vais aussi côté client préférer des approches personnalisées. On va vraiment me donner l'impression, en tout cas, qu'on est concentré sur mon problème actuel. Effectivement, effectivement. Je pense qu'on peut faire le pont un peu. En fait, on a parlé de se cloner et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça sur le quoi tu travailles en ce moment côté ta startup, ton projet personnel. Peut-être tu peux nous en parler un peu. Ouais, bien sûr. Alors, tu vois, je l'ai appelé. Alors, c'est un nom de projet, donc pour l'instant, c'est pas défini, mais je l'ai appelé Unicorns Ride. Tu vois, en me disant que, en fait, tu vois, dans mon métier, comme j'accompagne des startups, je vois en fait qu'aujourd'hui, si tu veux donner un maximum de chance à ta startup, il faut faire appel à des professionnels chevronnés. Le problème, et c'est quand même un immense problème, c'est qu'en fait, un professionnel chevronné, ça coûte très cher. Et donc, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'écrasante majorité, 99,99% des startups, ne font pas appel à ces professionnels parce qu'elles n'ont tout simplement pas les moyens. Et donc, il va y avoir, et je le sais parce que moi aussi, j'ai monté des startups et moi aussi, j'ai été dans des situations où j'ai presque toujours pas fait appel à ces professionnels. Et, euh, et du coup, le truc, c'est que, en fait, ça génère du coup beaucoup de difficultés pour entreprendre. Moi, ma croyance profonde, c'est que euh, l'amélioration de notre monde, de nos conditions de vie, de tout ça, va passer par l'entrepreneuriat. C'est un point de vue, voilà, c'est le mien. Et donc, je crois que c'est vraiment la clé d'un monde meilleur, pour ne pas dire d'éviter la catastrophe. Mais voilà, que c'est l'entrepreneuriat. Donc, moi, mon sujet, c'est de dire est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir un impact le plus important possible pour permettre aux gens d'entreprendre, pour leur permettre de nous faire un monde meilleur. Et à ce titre-là, je trouve qu'aujourd'hui, c'est très, très difficile parce que justement, les gens qui entreprennent manquent de moyens et d'expérience. Et donc, l'idée, c'est de se dire qu'au lieu de faire intervenir les professionnels en aval, c'est-à-dire au fur et à mesure de l'avancement du projet, on va les faire intervenir en amont dans la construction en fait des prompts, dans la construction des chaînes de prompts, dans la construction des mécanismes
qui vont être validés par des professionnels chevronnés, chacun spécialiste de leur domaine. Donc, des spécialistes UX, des spécialistes d'études de marché, des spécialistes de la proposition de valeur, des spécialistes de l'analyse des personas, des spécialistes de la construction, des stratégies marketing, des spécialistes. Et en fait, chacun va construire, va co-construire un modèle qui permettra ensuite, en fait, avec une idée initiale, une intuition, le spark de l'entrepreneur, de venir challenger cette idée et de venir la challenger au regard de ces professionnels qui seront intervenus en amont de la solution et pas en aval. Et du coup, ils font une seule contribution, si j'ose dire, même s'ils vont apporter des améliorations. Et ensuite, en fait, le coût d'usage est très faible. Si le coût d'usage est très faible, c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, avec exactement l'histoire du clone, en fait. Si le coût d'usage est très faible, tout d'un coup, on s'ouvre à des millions d'entrepreneurs qui n'auraient de toute façon pas dépensé de l'argent chez les professionnels. Je ne viens même pas prendre l'argent des professionnels, puisque voilà, ils ne s'y seraient pas allés. Par contre, on va leur offrir un peu le 20-80. On va faire 80% du job, mais là, pour 1% du coût. Et donc, l'idée, c'est que ça va permettre déjà, enfin, mon objectif, c'est que ça va permettre à ces entrepreneurs d'augmenter radicalement leurs chances de succès. Et ensuite, ça permettra aussi probablement à certains de passer à l'étape supérieure, qui sera effectivement d'aller contacter tel ou tel professionnel pour ajuster, modifier, faire évoluer, etc. etc. Voilà, c'est un projet qui finalement correspond, comme tu le disais au départ, j'ai essayé de me cloner. Et pour être tout à fait transparent, aujourd'hui, je le développe en no-code dans un premier temps. J'ai déjà des résultats où je me dis, waouh, moi, il m'aurait fallu 4-5 mois pour faire un résultat qui, alors bien sûr, ça fait 1 an et demi que je travaille sur les prompts, mais qui, une fois qu'on a travaillé 1 an et demi sur les prompts, un résultat que j'ai en 4-5 minutes. Ouais, c'est ça. Je vais rebondir sur deux trucs. Premièrement, on a parlé de fine-tuning, mais je pense que l'autre option, c'est justement de mettre beaucoup de travail, d'expertise dans les prompts et d'être capable de les évaluer. Ce n'est pas en tant que tel du fine-tuning, mais ça peut avoir une force justement aussi sur beaucoup de prompts. Là, si tu prends plein d'expertise et tu vas les chercher, je pense que c'est vachement intéressant à ce niveau-là. Et l'autre truc je pense que tu as parfaitement raison. C'est ça l'idée, c'est qu'en fait, c'est le préalable au fine-tuning. Dans un premier temps, effectivement, on peut commencer par avoir d'excellents résultats avec des prompts très, très travaillés et liés à l'expérience. Et ensuite, ajouter effectivement dans une deuxième phase du fine-tuning, une fois qu'on a trouvé, on sait, comme on le disait tout à l'heure, qu'on a des bons résultats et que c'est satisfaisant, on peut aller encore vraiment une étape plus loin avec du fine-tuning. parce que c'est une chose que je rebondis sur moi-même, ce que j'ai critiqué ou ce que je parlais des startups qui étaient durs pour eux, c'était d'aller chercher de la donnée. Mais une façon d'aller chercher de la donnée, c'est aussi d'avoir seulement des prompts au début, de générer plein de trucs, plein de gens utilisent ton outil. Après ça, tu vas aller chercher, à travers toutes ces données qui ont été générées tu vas peut-être aller chercher les 20% qui ont mieux le fonctionné pour des raisons peut-être aléatoires même. Et là, tu réentraînes ton modèle sur uniquement la donnée qualitative. Et voilà. Sinon, un autre truc que je voulais rebondir dessus, c'est que tu parlais de, bon, peut-être plus de startups vont utiliser ton outil, donc ils vont mieux performer. Et à la fin, potentiellement, qu'il va y avoir plus de gens en entrepreneuriat et donc plus de gens qui pourraient utiliser les services des professionnels. Donc, malgré le fait que c'est plus simple pour eux. C'est clair, Ouais. on fait grossir le gâteau. On fait Ouais, grossir le exact. gâteau. Il ne s'agit pas là, on est vraiment dans une stratégie d'océan bleu. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se partager les parts d'un gâteau. Et c'est particulièrement vrai dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que il y a d'autres secteurs où les gens sont habitués à payer, ils payent. Donc, effectivement, si tout le monde paye, bon, là, tu vas effectivement partager le gâteau. Dans tout un tas de secteurs, hein, et dans la plupart, dans tous ceux où en fait il y a rebat les cartes, c'est la capacité justement d'aller chercher des clients qui n'auraient pas payé. On l'a vu dans d'autres évolutions préalables, l'histoire des apps, par exemple, iPhone, Android, etc. Bon, avant, j'avais le choix que de prendre un coach sportif à l'heure.
Bon, ensuite, tiens, j'ai pas envie de dépenser ou j'ai pas l'argent pour dépenser un coach sportif. Je vais pouvoir prendre une app. C'est pas le même service. Mais par contre, en fait, moi, je vais faire mon 20-80. Je vais avoir 80% des bénéfices ou des usages pour 20% du prix. Et encore une fois, ça ne va pas convenir à tout le monde. Il y a des gens qui vont avoir besoin de la dimension humaine, de quelqu'un qui vient les contraindre. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de faire grossir le gâteau avec différents usages et différents pricing pour que chacun puisse choisir son pricing d'une part et aussi passer de l'un à l'autre. Parce qu'il y a peut-être plein de gens qui ont démarré par une app iPhone, qui ont démarré, qui ont repris confiance en eux, qui ont repris sur le plan du bien-être, de la santé, et qui ensuite sont allés vers un coach particulier. Et donc, moi, je pense que tout ça, il est bénéfique pour toute la chaîne. C'est qu'en fait, c'est un peu comme si on disait, bon, ben, on va arrêter de vendre des voitures d'occasion parce qu'en fait, les voitures d'occasion, ça fait moins de voitures neuves. Mais non, il y a des gens, ben, si ils n'ont pas la voiture d'occasion, ils n'achètent pas de voiture. Ouais. Donc, en fait, on fait grossir donc, il faut savoir décliner différents types de services avec différents types de prix pour pouvoir offrir de la possibilité à chacun de pouvoir se positionner sur l'offre qui lui correspond à ce moment-là en fonction de ses besoins et de ses moyens. C'est exactement ça. J'avais fait affaire avec un coach en consulting et lui, sa mentalité, c'est qu'il faisait plein de trucs gratuits. Il y avait des livres à, je sais pas, 5-10 $. Après ça, il y avait une première formation un peu moins qualitative à, je sais pas, 500 $. Puis ça augmentait comme ça, mais il y avait toute la chaîne de valeur. Et du coup, ben, c'est comme ça que tu peux aussi, pour même ton entreprise. C'est par exemple, si demain matin, il y a un gym, peut-être que justement, tu parlais d'application, ça pourrait être intéressant pour eux d'avoir une application. Et après ça, quand tu veux. C'est évident. Ouais. Et tu as parfaitement raison. Et c'est d'ailleurs un peu ça, c'est pas une critique, mais en tout cas, ce qu'on peut souhaiter à tous les gens, c'est de se dire, OK, mais je suis pas encore une fois, mon why, c'est la santé. Mon how, c'est la salle de sport. Mon what. Mais en fait, il faut revenir au why. Donc, si je fais la santé, je fais à faire une salle de sport, une application, des coachings individuels, des cours gratuits, des e-books. Donc, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut toujours le ramener au why. C'est qu'en fait, effectivement, et pourtant, combien de salles de sport ont développé leur application? Très peu, parce qu'elles ont peur de la cannibalisation. Et quand on a peur de la cannibalisation, c'est qu'en fait, on n'offre pas un service supplémentaire. Et donc, je pense qu'il faut savoir offrir des services différents pour des approches différentes et que c'est la clé du business. Et donc, de toujours se dire où est-ce que je suis? Attends, mais waouh, mais en fait, mon business, mais c'est que du how. Donc, non, remontons au why, c'est quoi mon why et regardons tout ce qui est possible. Et effectivement, il aurait été naturel sur le plan intellectuel que les salles de sport soient les premières à développer leur application de fitness, à part, à côté, qui permettent d'aller capter une autre clientèle, qui permettent d'aller offrir à une autre clientèle, parce qu'aujourd'hui, les salles de sport, elles génèrent des millions et des millions et des millions et des millions. Peut-être qu'ils vont développer des chatbots, mais j'en doute. Écoute, écoute, Géraud, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup pour ton temps. C'était hyper intéressant et je pense que ça va apporter beaucoup de valeur. Les gens peuvent te suivre où? Ils peuvent me retrouver sur LinkedIn principalement. D'accord. Je mettrai, on pourra mettre, si tu veux, le lien de mon profil. Effectivement. Qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer un DM. Moi, j'adore, ma vie, c'est les entrepreneurs, donc j'adore pouvoir échanger. Donc, avec grand, grand plaisir pour échanger avec chacun sur ses questions, ses problématiques et comment il peut aller, comme je dis souvent, plus vite, plus haut. Super. Merci, Géraud, et à bientôt. Merci beaucoup, Charles. À bientôt. Salut. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode du Keb GPT Podcast. Si ce type de contenu vous plaît, abonnez-vous. Je sors un épisode par semaine. Si ça vous a vraiment plu, vous pouvez évidemment le partager à des amis, à des collègues, à de la famille. Ça fait extrêmement plaisir de partager la bonne nouvelle. Je suis un peu le Jésus-Christ de l'IA. Pas vraiment, là, mais whatever. Finalement, si vous avez envie de développer une application basée sur les modèles GPT, l'intelligence artificielle générative, n'hésitez pas à me contacter. Visitez le www.kebgpt.com, donc QUEBGPT.com. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement pour qu'on discute de vos projets. Et sinon, je vous dis
à la semaine prochaine, mercredi prochain épisode du podcast. Salut là!